Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité dans les techniques d'évasion des moteurs antivirus partie 3. Donc ici, on va voir comment utiliser des techniques sur la mémoire et la gestion du matériel sur la machine pour détecter si c'est une VM ou pas. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc, tout le monde qui est concerné par la cybersécurité, la sécurité de près ou de loin. Alors là, il s'agit de la troisième partie du didactionnel qu'on a écrit des exemples de la manière à contourner les moteurs dans les simples logiciels malveillants. Donc lui, il avait déjà fait deux autres parties. Moi, je les avais déjà mis en vidéo. Donc soit vous relisez ceci, soit vous regardez mes anciennes vidéos. Donc dans cet article, on va essayer de mettre en œuvre certaines techniques utilisées par les logiciels malveillants pour exécuter du code et se cacher des différentes défenses. Donc jetons un coup d'œil à un exemple de code source C++ de notre malware qui implémente l'injection de code classique. Donc revoyez aussi cette vidéo si vous vous rappelez plus ce que c'est l'injection de code classique. Donc là c'est le code source qui est ici, qui contient une charge utile qui affiche une message box qui pop avec le message meu et qui n'a pas été chiffré. Donc là, c'est on lui donne le numéro de processus, on alloue la mémoire avec virtual alloc comme on faisait avant, donc ça avait été mis en exécute et lecture écriture. Après on écrit ceci dans le processus de la mémoire, on crée le processus, le thread à distance et on l'exécute. Donc c'était juste la première chose qui était simple. Donc il s'agit d'une variante classique que nous définissons la charge utile et nous allouons la mémoire, nous copions dans un nouveau tampon. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va allouer plus de mémoire. Alors pourquoi on fait ça? Parce que en fait là, ce qu'on nous explique, c'est que la principale limite du scanner antivirus est le temps qu'il peut consacrer à chaque fichier. Bah oui, parce qu'en fait, si l'antivirus passe trop de temps à analyser des fichiers, ça va ralentir la machine et le client ou l'utilisateur risque de se plaindre que son PC n'est pas assez puissant ou que le scanner antivirus utilise trop de ressources. Lors d'une analyse régulière du système, l'antivirus devra analyser des milliers de fichiers. Il ne peut tout simplement pas consacrer trop de temps ou d'énergie à un projet particulier. Une des astuces classiques d'évasion d'antivirus, en plus du chiffrement de la charge utile, c'est que nous allouons ou simplement, ici ça sera 100 mégaoctets de mémoire, ou on va dire une plage de mémoire assez conséquente. Donc grâce à le tableau mémoire là qu'on va allouer, donc grâce à malloc là on va allouer 100 mégas, donc 100 millions d'octets de mémoire. Et à la fin, il ne faudra surtout pas le désallouer pour libérer la mémoire avec free. Et il faut surtout vérifier qu'il n'y a pas d'erreur au moment de l'allocation ou si que la machine, est-ce qu'elle peut, elle a fait de mémoire pour qu'on alloue autant de mémoire. Donc on va mettre à jour notre simple malware. Donc on garde le malware d'avant. Et là, on va mettre la procédure qui permet d'allouer de la mémoire. Une fois que ceci est fait là, on peut le compiler. Là j'ai mis dans le fichier hack.ccp la première évasion qui permet de mettre 100 mégas de mémoire avec la charge utile et là la gestion d'allocation de 100 mégas de mémoire et on va là le compiler. Donc on ouvre un terminal où il y a les fichiers sources et on va compiler avec les bons drapeaux, etc. en mode statique pour que ça fonctionne. Normalement là on compile hack.ccp et à la fin on doit avoir un fichier qui s'appelle hack.exe. On va vérifier si c'est le cas. Donc là, c'est bien le cas. Et on va l'exécuter dans la machine victime. Donc, on va faire tout ça. Donc, comme on a vu au départ, c'est qu'on a besoin d'un processus, d'un programme. Donc, il faut lancer un programme victime et récupérer ce processus et l'injecter dans le hack.exe. Alors, là, il faut d'abord exécuter process hacker. On exécute notre programme victime, par exemple pent, qui est lancé, et là on retrouve le PID, donc là on est à 524, et sur PowerShell, on va exécuter le programme, voir si il s'exécute. Là, sur PowerShell, donc là on va l'exécuter sur le bon processus, comme on avait dit là, sur le processus 524. Donc là on l'exécute. Donc normalement on a le pent, et dans le pent là on devrait avoir le message meu qui s'affiche. Donc là, ça c'est bon. Et comme il nous dit, tout fonctionne parfaitement. Et là, on va le télécharger sur Virus Total, comme il fait, pour voir combien on a de moteurs antivirus qui le détectent. Donc, on va sur Virus Total, on choisit le fichier, et là, on va le téléverser. Une fois qu'il est téléversé, il va être analysé. Alors là, par rapport à l'autre site, par rapport au blog, nous, on aura beaucoup de détections. C'est dû aussi au fait que notre payload est connu.
Et peut-être que 100 mégas, hein, c'est pas assez, hein. Par exemple, vous pouvez mettre beaucoup plus, hein. Ah, n'empêche de mettre 2 ou 3 gigas, hein. Que maintenant, les machines actuelles, elles ont entre 8 et 16 gigas de RAM sans problème, hein. Donc c'est à vous de définir cette chose-là. Alors, aussi, un nombre trop élevé de mémoire aussi peut aussi signaler au logiciel malveillant qu'il y a un problème. Donc une fois que l'analyse est terminée, on voit qu'on a 27 détections, donc 27 moteurs antivirus qui les détectent sur 71. Donc là, comme il dit, ainsi nous avons 6 des 27 moteurs, nous on a eu 27 moteurs qui détectent notre fichier. Mais pour avoir des meilleurs résultats, on peut ajouter le chiffrement de la charge utile et ainsi on peut obscurcir les fonctions de notre malware ou combiner les deux techniques, hein. Alors, quelle est la prochaine étape qu'on va faire? Les logiciels malveillants utilisent souvent diverses méthodes pour identifier l'environnement dans lequel ils sont exécutés et effectuent différentes actions en fonction de leur situation. Donc, par exemple, nous pouvons détecter un environnement virtualisé. Alors, ça peut être aussi un environnement sous conteneur, hein. C'est pas fortement de la virtualisation. Les sandbox et les machines virtuelles des analystes ne peuvent généralement pas émuler avec précision 100% de l'environnement d'exécution réel. De nos jours, les machines d'un utilisateur typique disposent d'un processeur avec au moins 2 cœurs et un minimum de 2 Go de RAM, ainsi que notre malware peut vérifier si l'environnement est soumis à ces contraintes. Donc là, on va voir est-ce qu'il possède plus de 2 Go de RAM, dire environ 2 Go de RAM et au moins 2 cœurs. Donc là, on a un code qui va nous vérifier les ressources de notre ordinateur. Donc il pourra vérifier le nombre de processeurs. Donc là, il vérifie s'il y en a un nombre de processeurs inférieur à 2. Donc si c'est à 2, il retourne faux. Et il va vérifier la RAM et il va voir est-ce qu'on a moins de 2 Go de RAM. Si on a moins de 2 Go de RAM, il retourne faux. Donc nous appelons également Virtual Alloc X NUMA de l'appel API. Il s'agit d'une version alternative de Virtual Alloc X destinée à être utilisée par des systèmes dotés de plusieurs processeurs. Donc oui, par exemple NUMA là, si il n'y a pas plusieurs processeurs, ça peut pas fonctionner correctement. Donc là il y a le reste, là comment on configure Virtual NUMA. On nous dit qu'on a l'allocation qui fonctionne sur un PC standard, mais qui échoue dans les émulateurs de antivirus, donc en fait les machines virtuelles. Ça peut être vrai ou faux, c'est pas forcément vrai. Ce que nous faisons ici, c'est d'essayer d'allouer de la mémoire avec Virtual X NUMA, et si cela échoue, nous quittons immédiatement, sinon l'exécution continuera. Puisque ce code est émulé, il n'est pas démarré dans un processus portant le nom du fichier binaire. C'est pourquoi nous vérifions que le premier argument contient le nom du fichier. Oui, parce que normalement, le premier argument, ça devrait être le fichier hack.2x. Et si quelqu'un le modifie, là, ça peut être un moteur antivirus, peut le modifier. Lui va détecter qu'il y a un changement. Et s'il n'y a pas le bon nom, qui a été renommé par un moteur, une machine virtuelle ou qui contient un antivirus, il va échouer l'exécution. Alors, il est possible simplement de demander au système d'exploitation si un debugger est connecté, et if debugger présente, et la fonction vérifie essentiellement si le drapeau est dans le PEB. Donc ça permet de détecter s'il y a des debuggers qui sont présents. Alors, les debuggers souvent utilisent certaines interruptions spécifiques et ceux-ci peuvent être détectés. L'analyse dynamique des logiciels malveillants ou sandboxing est devenue la pièce maîtresse de toutes les solutions de sécurité majeures. Dans le même temps, presque toutes les variantes des menaces actuelles incluent une sorte de logique de détection sandbox. Oui, là, c'est tout le monde joue au chat et à la souris. Les logiciels malveillants essaient toujours d'évader les logiciels de sécurité, surtout les sandbox et ceci. Donc on peut essayer de combiner toutes ces astuces. Donc là, toutes les astuces, on va les mettre dans un fichier source, dans hack2.ccp. Donc là, on va faire plusieurs techniques. Donc si on regarde le code source 2, donc on va essayer d'allouer de la mémoire sur des machines qui possèdent plus d'un processeur. Donc là, il va vérifier si il peut l'allouer dedans. S'il ne peut pas l'allouer, ça retourne false et ça ne fonctionnera pas. Là, il va vérifier certaines ressources. Donc il va vérifier le nombre de processeurs, hein. Si on a moins de 2 processeurs, ça va échouer. Là, il va vérifier la RAM. Donc il va vérifier est-ce qu'on a moins de 2 Go de RAM. Si on a moins de 2 Go de RAM, ça va échouer. On a notre charge utile. Là, c'est la même chose, hein. C'est comme avec Paint, on va lui passer son PID, etc. Il va vérifier aussi le premier argument si le fichier qu'on a mis hack.2x n'a pas été renommé. S'il a été renommé, ça va aussi échouer. Il va faire la même chose aussi au niveau du debugger, hein. S'il trouve un debugger, ça va échouer. Et s'il trouve le NUMA, s'il n'arrive pas à louer la mémoire comme ça a été mis au-dessus, ça va échouer. Et s'il recherche les ressources aussi, ça va échouer.
Donc là, c'est quelques mesures de contournement. Après, il y a même des techniques qu'on verra pas ici, là, mais genre des timings de temps au niveau du CPU qui permet de vérifier si on est dans le VM. Ou certains marqueurs de VirtualBox ou VMware qui est marqué, ou certains pilotes spécifiques, par exemple les pilotes host qui utilisent VMware ou VirtualBox ou KMU ou KVM. Ça, on peut les détecter et les malwares peuvent utiliser ça pour savoir s'ils sont dans le VM ou pas. Pour avoir plein d'autres techniques. Donc une fois que le code là il est bien fait, il faudra le compiler. Donc là on n'est plus sur du hack normal, on est sur du hack 2. On compile et on regarde si on a le fichier X. Donc là on a bien le fichier hack2.x. Et là on va l'exécuter dans notre machine virtuelle. Alors, on exécute process hacker, on exécute pent, on chope son numéro de processus, donc qui est le 4528. On va exécuter notre fichier hack2 à partir d'une terminale au PowerShell. Donc là, on fait hack2 en mettant 4528. Et là, il dit qu'on a possibilité d'être lancé dans une sandbox. Alors, pourquoi? Est-ce que si je regarde les systèmes d'information, en fait, là, chez moi, j'ai un seul processeur. C'est pour ça. Par contre, au niveau de la mémoire, mémoire physique totale, j'ai mis 4 Go. Rien n'empêche de modifier, par exemple, mettre à 2 CPU sur le processeur et ça va fonctionner. La preuve, là, je vais vous montrer. Donc, on éteint la machine virtuelle. Dans la configuration de la machine, là, je veux mettre le nombre de processeurs. Je vais le mettre à 2. Je redémarre. Donc là, on recommence la procédure. Donc là, une fois démarré, on redémarre Process Hacker 2. On redémarre Pent. On revoit le processus qui est 4212. On relance un terminal PowerShell. On va sur Z. Alors, donc, et là, si je lance hack en 4212, donc il faut mettre hack2.x 4212. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, ça fonctionne. Et on a mais où. Donc là, il n'a pas détecté qu'on était dans la machine virtuelle. Ça dépend comment on configure notre fichier. Comme on peut contacter, bon, ça c'est le premier lancement qu'on a fait, donc logique malveillante n'a pas été démarré car nous sommes dans une machine virtuelle avec un cœur. Donc là, j'ai testé pour vous avec un cœur et 2 cœurs. Nous allons télécharger la variante sur Virus Total. Nous, on aura forcément plus de détection, hein, comme j'ai dit, hein, la charge utile est connue. Donc là, une fois qu'on est sur Virus Total, on va choisir notre fichier. On choisit hack.2x et on confirme upload. Et on voit qu'une fois que tout est terminé, il y a 30 moteurs 72 antivirus qui le détectent. Donc en fait, c'est une charge utile est détectée. Et aussi, il y a certains, bon, il faut savoir qu'aussi maintenant, certains moteurs antivirus, quand ils détectent des modèles d'évasion de machines virtuelles, regardent quand même un peu plus loin, ça leur met des doutes sur certaines choses. Donc lui, il a eu 8 des 67 moteurs virtuels qui ont détecté le fichier, nous, on a eu 30. Comme d'habitude, comme on n'arrête pas de le répéter, pour de meilleurs résultats, nous pouvons ajouter un chiffrement sur les charges utiles et ainsi que obscurcir les fonctions ou combiner les deux techniques. Donc pour conclure, ces exemples montrent qu'il est assez simple de contourner les antivirus alors que vous exploitez leurs faiblesses. Cela nécessite seulement quelques connaissances sur le système Windows et le fonctionnement d'antivirus. Rien ne fait qu'on s'adapte à certains ordinateurs d'entreprise. Hein. Si on sait qu'en moyenne, ils ont 4 Go de RAM et un processeur quad-core avec 4 cœurs, pourquoi pas me mettre 4 cœurs ou essayer aussi de flaguer, de détecter certaines marques de matériel assez standards. Nous pouvons également essayer de détecter les périphériques et les noms des fournisseurs, oui, comme je viens de dire, de notre machine, de rechercher des artefacts spécifiques des machines virtuelles, oui, par exemple des noms comme VirtualBox ou VMware qui traînent quelque part, vérifier le nom de fichier de processus ou de fenêtre, oui, par exemple des drivers qui ne fonctionnent que sur les VM, vérifier la résolution de l'écran, oui, par exemple pas une résolution très faible ou un nombre de couleurs assez faible. Je montrerai aussi ces techniques et des exemples réels à l'avenir dans des articles séparés. J'espère que cet article fera mieux connaître les équipes bleues, les techniques intéressantes et ajoutera une arme à l'arsenal des équipes rouges. Bah oui, ça servira aussi bien aux défenseurs qu'aux attaquants. J'espère que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, de mettre des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos quand elles sortent.